Bienvenue pour cette session consacrée en fait à la question data et vieillissement. Donc, on va se présenter tout d'abord. On va faire une présentation à 3 voix. Donc, Lopo Liben, qui est en fait démographe statisticien à l'Institut Paris Région. Stéphanie Le Cellier, géomaticienne à l'Institut Paris Région. Et moi-même, François Michelot, démographe à l'Institut Paris Région. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est simplement, on va dire, de la manière la plus simple possible, la question des data au regard de la question du vieillissement. Alors, c'est un vaste sujet qui parle à tout le monde, mais derrière, on a une multitude de données à mobiliser. Donc, on va voir un peu comment, à l'Institut Paris Région, on essaye de travailler sur le sujet de manière la plus pertinente possible. Donc, dans la présentation, on va avoir plusieurs temps. Donc, une contextualisation globalement du vieillissement d'Île-de-France. Donc, c'est une petite partie. Quelques questionnements liés à la question du vieillissement. Et 2 cas d'usage pour tout simplement essayer de répondre à quelques éléments du questionnement qu'on aura proposé. Voilà. Donc, cette présentation, donc, dans sa première partie, notamment, elle va s'appuyer sur un travail qu'on a réalisé il y a un peu plus d'1 an. C'est cet ouvrage que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez l'Institut Paris Région, c'est un cahier. Donc c'est une publication régulière de l'Institut qui portait sur le vieillissement et qui s'intitulait « Vieillir et alors ». Donc, dans lequel, en fait, on fait travailler différents experts sur le sujet du vieillissement, donc des démographes, sociologues, économistes, élus, etc., etc. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant sur la question, en fait, plutôt des données. Alors, l'Île-de-France, tout d'abord, elle a un profil assez particulier. C'est un territoire particulier parce que particulièrement jeune, d'accord, mais qui va vieillir dans les années qui viennent, comme tout territoire qui se respecte. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que l'Île-de-France, elle s'inscrit dans un processus de vieillissement tardif et lent. Donc là, sur la présentation que vous avez, sur la slide, là, vous avez les petits paliers de vieillissement. Donc, c'est-à-dire les pastilles les plus claires, c'est 15% de la population qui a plus de 65 ans. Et en fait, on regarde à partir de quelle année, en fait, on dépasse chacun des paliers. Donc, on a un palier à 15, un à 20, un à 25, un à 30%. Le curseur le plus à droite, c'est celui de l'Île-de-France. Et vous voyez qu'on atteint le palier de 15% parmi les derniers des entités qu'on a retenues ici. Donc on a la France, on a différents pays pour comparer. Et donc on s'aperçoit que déjà, on est une des dernières entités territoriales qu'on représente sur ce graphique-là qui atteint les 15%. En 2040, on passera au palier de 20%. Et ensuite, vraisemblablement, on n'atteindra même pas le seuil de 25% en 2100, alors que le seuil aura été atteint pour la France en 2075-80 à peu près. Alors, donc je suis démographe, donc je vous présente une pyramide des âges, bien sûr, qui est quand même la base de la donnée en fait sur les questions de structure par âge des populations. Donc le vieillissement, je rappelle, on prend toujours les 65 ans et plus. C'est à peu près la définition qu'on entend, c'est la proportion de 65 ans et plus dans une population. Là, ce que je vous présente, c'est la pyramide des âges. Alors, une pyramide des âges actuelle, donc celle de 2020, on va dire, et une future horizon 2035. Donc, on fait à l'Institut Paris Région des exercices de projection de population qui sont assez fines, puisqu'on tient compte des composantes démographiques, mortalité, natalité, immigration, émigration, mais aussi de la question immobilière et du logement comme levier en fait, pour la dynamique démographique de la région.
Donc ce qui se passe ici, c'est que sur cet horizon 2035, là vous avez la différence avec 2020. Donc ce qui est en bleu clair, c'est ce que la région va perdre en termes d'habitants. Voilà, donc ça c'est en bleu clair. Et en bleu foncé, c'est ce qu'elle va gagner. Donc vous voyez tout de suite le déséquilibre. Alors autant les jeunes actifs et les étudiants, donc ce qui est en bleu foncé ici, va compenser la perte du nombre de jeunes enfants et d'actifs un peu plus vieux, autant au-dessus, en fait, ça ne compense pas. Et donc globalement, la totalité des gains démographiques de l'Île-de-France d'ici 2035 sera portée globalement par les 65 ans et plus. Donc d'ici 2035, globalement, on comptera 440 000 à peu près personnes âgées supplémentaires, et avec une particularité, c'est que l'augmentation de cette population n'est pas homogène selon les groupes d'âge parmi ces 65 ans et plus. La moitié de ces 440 000 personnes supplémentaires auront 75 à 84 ans. D'accord ? Donc c'est ça, l'augmentation elle est portée pour moitié pour ce groupe d'âge qui est assez réduit en termes de classe d'âge, 65-74, et un quart pour les deux autres groupes d'âge, donc les un peu plus jeunes et les un peu plus vieux. Alors, autre message à entendre aussi dans cet exercice de projection, c'est le rythme, en fait. Donc là, je vous ai parlé d'effectifs. Si on parle de rythme, le rythme de la croissance annuelle francilienne sur les 10 dernières années, on est de l'ordre de 0,4% par an. Les 60-74 ans, ça sera plus 2,8% par an, donc 7 fois plus rapide que la population générale en Île-de-France. Les 75-84 ans, c'était plus 0,5, donc assez peu, finalement, parce que c'était des classes creuses nées dans les années 30-40. Donc du coup, forcément, il y avait un petit creux en fait, dans la pyramide. Et par contre, les 85 ans et plus, c'est de l'ordre aussi, pareil, de 8 fois plus rapide que la population générale. Alors, si on regarde maintenant cet exercice de rythme de croissance sur la période à venir, 2020-2035, on aura un rythme projeté de plus 0,24% pour l'Île-de-France, et on sera 10 fois plus rapide sur la classe d'âge des 75-84 ans. Forcément, c'est des générations du baby-boom qui arrivent à ces âges-là. D'accord ? Voilà. Ensuite, autre message à bien faire passer en termes de contexte, c'est que les gains seront notamment plus forts dans les départements les plus jeunes que sont les départements de la Grande Couronne. D'accord ? Donc on aura en fait des augmentations assez fortes. Alors, autre message à faire passer aussi, c'est que c'est les communes les moins aisées qui vieilliront le plus vite. Donc ça, c'est aussi en termes de besoins sociaux, c'est dans les communes, donc je le répète, les moins aisées, qu'on va avoir globalement un rythme de croissance élevé. Alors tout simplement parce qu'elles partent de plus bas. C'est-à-dire qu'actuellement, les quartiers et les territoires les moins aisés, ce sont les territoires les plus jeunes. Mais c'est eux qui vont avoir à pâtir le plus du vieillissement en termes de rythme. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait pour ces communes. Ensuite, pour aussi combattre une idée préconçue, c'est que les personnes âgées, donc là on a pris les 85 ans et plus et leurs conditions de logement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne sont pas toutes à l'EHPAD. D'accord ? Ça, contrairement, non mais souvent on dit personnes âgées de plus de 85 ans égale EHPAD. Ben non. En fait, c'est une minorité, alors qui est certes significative, on va dire, mais c'est 16% seulement des 85 ans et plus qui sont en institution. D'accord ? La majorité des personnes de 85 ans et plus, elles vivent chez elles et elles sont propriétaires, la grande majorité du temps, et elles vivent dans des grands logements. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, on a un sujet particulier sur le logement social, où il y a un vieillissement dans le parc social, et ça aussi, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent, et dont les bailleurs sociaux doivent faire face à ce vieillissement par l'adaptation du logement, etc., etc.
Dernier message clé, vieillir en bonne santé, ben oui, autant. Donc, on a des gains d'espérance de vie, donc ça c'est très bien pour une société. Hein, c'est signe de progrès social, de progrès médical, de cadre de vie, tout ça. Mais cependant, il faut vieillir en bonne santé. C'est-à-dire le tout. Donc voilà. Donc en France et comme en Île-de-France, on n'est pas trop mal sur ce sujet puisque on est sur les meilleurs, un des meilleurs résultats au niveau européen. Alors, là, je vais vous donner quelques chiffres de cadrage. Donc, très rapidement, 40% des franciliens vivent seuls en 2020. Des franciliens de 75 ans et plus, pardon. Voilà. Donc, 40% des 75 ans et plus vivent seuls. On a 66 000 places d'EHPAD. On est un peu moins doté que le reste de la France. On a 26 000 places de résidence autonomie. Là, on est un peu mieux placé que le reste de la France. On a 18 400 places en SIAD Espacade, qui sont les services à domicile. Donc là, c'est équivalent à celui de la France, à peu près. Et enfin, on a 136 000 bénéficiaires de l'APA, donc l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, qui du coup est majoritairement constituée d'APA à domicile. D'accord ? Et la spécificité de la région, c'est qu'il y a un quart des bénéficiaires de l'APA à domicile qui sont en GIR 1 et 2, c'est-à-dire les niveaux de dépendance les plus forts. Donc voilà, ceux-là, ils peuvent être potentiellement à l'EHPAD, mais en fait, ils sont à domicile. Alors, rapidement, le questionnement induit par le vieillissement. Donc, forcément, la question que vous vous posez, c'est qui seront les seniors de demain ? Combien il y en aura ? Ça, c'est essentiel pour avoir un niveau de besoin. Quel sera leur niveau de vie ? Ça aussi, il y a un vrai sujet. Bien qu'ils soient propriétaires, on voit aussi que les vieux un peu moins vieux sont un peu moins riches que les personnes un peu plus vieilles aujourd'hui. Ensuite, on a le niveau de santé de ces personnes âgées. On a des maladies chroniques, on a quand même pas mal de choses qui se passent, des niveaux de handicap aussi. Où ils vivront, c'est-à-dire qu'il y a quand même une défiance par rapport à finir ses jours en EHPAD, hein, clairement. Hein. Si je demande dans la salle là, si les gens veulent vieillir, finir leur jour en EHPAD, je ne suis pas sûr, ils préféreront rester chez eux souvent. Voilà. Donc, clairement. Ensuite, quelle est la nature de l'offre de santé aussi ? Ça, c'est un sujet qui vous préoccupe, vous, en tant que collectivité. Hein, donc, c'est la question de la démographie médicale, mais pas que. Et quel niveau d'accessibilité au transport, aux mobilités, aux services. Et globalement, ce que ça pose comme question, c'est l'adaptation de l'offre en fait, à la demande et aux besoins qui vont croître dans les années qui viennent, avec une augmentation qui va s'accélérer vers 2030. Alors maintenant, juste pour introduire la deuxième partie et ce que va nous raconter l'Opoli sur la prospective, juste se rappeler sur la toile de fond en 2040, qu'est-ce qui va se passer en fait d'ici 2040, à un moment aussi charnière sur la question du vieillissement de notre société. Donc on avait une population qui était jeune en Île-de-France, qui va vieillir rapidement quand même si elle va rester encore jeune. Hein. Il y a pas, voilà, mais il y a un vieillissement rapide. On a un système de protection sociale qui est sous tension, avec des financements incertains, une démographie médicale incertaine aussi. On a aussi le problème, donc c'est bien beau d'avoir une offre suffisante, mais encore faut-il avoir les gens formés et qui ont envie de faire ces métiers-là. Donc ça aussi, c'est un problème. On a le niveau aussi de réseau d'aidants, de la densité qui diminue. Hein. Les gens ont fait moins d'enfants, donc du coup, voilà, les familles ont été plus éclatées. Il y a les risques de paupérisation de certains segments des personnes âgées. On a la question du réchauffement climatique. On a les niveaux de recours aussi aux droits qui posent question. On a l'augmentation des bénéficiaires à domicile, des gens de plus en plus dépendants. Et on a globalement des augmentations des besoins de santé, que ce soit par la croissance démographique, le vieillissement de la population, les troubles cognitifs, les maladies chroniques. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser passer à l'Opoli qui va nous parler du premier cas d'usage sur une démarche prospective. Alors,
Du coup, premier cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui sur la thématique du coup du vieillissement à horizon 2040. Qui du vieillissement de la population francilienne à horizon 2040? Donc c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc pour faire de la prospective, il faut déjà se baser sur des données existantes, des données du passé, des données du présent et aussi des données du futur qu'on essaie de construire, notamment à partir des données passées et d'aujourd'hui. Donc on a une multitude de données qui sont à disposition. Comme vous le savez, on a des tonnes et des tonnes de données. Après, il faut aussi savoir bien évidemment les choisir et les mettre en avant avec différentes méthodes. Donc il y a différentes thématiques qui nous sont parues particulièrement intéressantes pour nous intéresser aux personnes âgées. Donc notamment ce qui est des données démographiques, purement démographiques, sur la structure de la population, notamment de la structure par âge, quelle est la proportion de personnes âgées aujourd'hui, par le passé aussi, et qu'est-ce qui va en être demain. Donc là, on se basera notamment sur les projections de la population qu'on a pu évoquer, que François a pu évoquer précédemment. On a aussi une multitude de données sur les conditions de vie des seniors, notamment leur niveau de revenus, leur niveau de vie, des données sur les allocations et les prestations sociales, donc, qui sont notamment spécifiques aux personnes âgées, notamment l'allocation personnalisée à l'autonomie. Il peut aussi y avoir l'aide sociale à l'hébergement, des choses comme ça. Des données également sur l'état de santé, comme a déjà pu l'évoquer François, donc l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie à 65 ans. Donc ça, c'est des données qui sont notamment construites à l'échelle de la commune par nos collègues de l'Observatoire régional de la santé. Des données aussi également sur la thématique de la dépendance et du handicap, avec notamment voilà, les allocataires de l'APA, de la PCH donc, et de l'AAH notamment. Des données sur l'offre de soins, donc notamment des données sur l'accessibilité par exemple aux médecins généralistes, aux kinésithérapeutes, aux infirmiers. Donc ça, c'est des données qui sont produites de mémoire par l'adresse. Des données également sur le logement et l'hébergement, sur les conditions de logement, sur la précarité énergétique, sur l'accessibilité au logement, notamment avec la présence d'ascenseurs ou non. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles notamment via le recensement de la population. Des données sur l'hébergement, comme a pu le dire également François, sur les places en EHPAD, en EHPA, en USLD, donc unité de soins longue durée. Voilà, donc on a une multitude de données sur une multitude de thématiques. On a aussi en interne à l'Institut Paris Région une multitude de données sur l'environnement et sur les facteurs environnementaux, notamment des données sur les îlots de chaleur urbains et donc l'exposition au phénomène du réchauffement climatique, sur les carences en abri climatique et également la multi-exposition environnementale qui est le croisement de l'exposition à différents facteurs, différentes nuisances, nuisances sonores, nuisances de pollution de l'air, pollution des sols, etc., etc. Et enfin, pour finir, une dernière thématique, sans être, encore une fois, on n'est pas exhaustif à la fois sur les thématiques et sur les indicateurs que je vous présente ici, l'accès au droit. Donc ça, c'est quelque chose qui va particulièrement nous intéresser dans l'exemple que je vais vous montrer juste après, et sur le recours ou non à différentes allocations ou prestations sociales. Donc on va vous donner un exemple de travail prospectif qu'on peut enclencher, donc, notamment à l'échelle d'un département. Donc là, on va travailler sur l'échelle d'un département pour l'exemple illustratif de ce matin et sur l'exemple du département du Val d'Oise, donc, qui est un département assez spécifique avec des communes à la fois rurales et urbaines. Donc il y a une grande diversité de profils des communes. Et donc notre point de départ de notre démarche prospective, ça va être vraiment les volumes démographiques. Donc, comme a pu le dire aussi François par le passé, donc en interne à l'Institut Paris Région, on réalise des projections de population qui prennent en considération les spécificités, les dynamiques locales, notamment en matière de dynamique immobilière, en comparaison avec les projections qui sont réalisées par l'INSEE, qui sont plus un modèle purement démographique, qui ne prennent pas du coup en considération la dynamique immobilière. Il faut savoir que le modèle de l'INSEE, il pense plutôt à une échelle nationale plutôt qu'à une échelle régionale ou départementale, etc. Donc nous, à l'Institut Paris Région, on est sur la région francilienne, forcément. Donc on a intégré ce module qui prend en considération la dynamique immobilière. Donc sur le graphique que vous avez juste ici, donc on est bien sur le Val d'Oise. Vous avez en bleu les données observées via le recensement de la population de l'effectif de personnes âgées de 60 ans et plus et de 85 ans et plus entre 2011 et 2022. Et en orange, donc vous avez deux scénarios de projection de personnes âgées à horizon 2040, avec deux scénarios démographiques qui dépendent en réalité
deux hypothèses qu'on a pu faire sur le nombre de logements livrés chaque année dans la région francilienne. Donc sur le scénario bas, donc, qui est en orange clair, on est sur une livraison de 40 000 logements par an en Île-de-France, tandis que sur le scénario haut, donc, qui est en orange foncé, on est de l'ordre de 70 000 logements livrés par an. Donc vous pouvez voir que sur la dynamique de 60 ans et plus, donc il y a une évolution significative de l'ordre de 16 à 22% à horizon 2040, en passant d'environ 250 000 60 ans et plus à peu près 300 000 sur le scénario haut, entre 280 et 300 000 personnes âgées. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux 85 ans et plus, cette augmentation elle est encore plus marquée avec, on peut le dire, une explosion en fait potentiellement à venir des personnes âgées, avec une augmentation de 55 à 62% du nombre de personnes âgées de 85 ans et plus. Donc à partir de ces projections démographiques, nous on va essayer de scénariser un petit peu le futur en essayant de définir différents futurs possibles, qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place pour demain, en se questionnant sur de multiples paramètres, sur l'évolution de l'autonomie des seniors. Est-ce qu'ils vont être plus autonomes, plus dépendants à l'avenir? Est-ce qu'on souhaite plutôt un maintien à domicile accentué des personnes âgées ou plutôt les orienter vers des établissements? Qui du développement aussi de l'habitat intermédiaire qui est en train de faire sa place progressivement sur le marché proposé aux personnes âgées pour essayer de créer un intermédiaire du coup entre le fait de vieillir à domicile ou en établissement avec les résidences-services et les résidences autonomie notamment, et qui du recours au droit aussi, notamment aux prestations, à l'allocation personnalisée, à l'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement entre autres. Donc à partir de ces projections démographiques, on peut réaliser par exemple des projections et des scénarisations, donc en croisant ces différents paramètres qu'on a pu vous présenter juste avant, que j'ai pu vous présenter juste avant, de faire différentes hypothèses pour amener du coup à différents scénarios prospectifs en croisant ces différents paramètres. Donc on peut notamment par exemple essayer de scénariser donc là c'est pas représenté sur les graphiques ici, le nombre de personnes avec un besoin d'aide à l'autonomie, avec du coup en différenciant les personnes avec un besoin d'aide à l'autonomie de GIR 1 et 2 ou de GIR 3 et 4. Donc là, on l'a pas sur ces graphiques-là. Et à partir de ces volumes de personnes âgées avec un besoin d'aide à l'autonomie, on peut notamment aussi essayer de définir quels vont être les volumes de prestations qui vont en découler en faisant du coup les différentes hypothèses, notamment sur le recours au droit, etc., etc. Donc à partir de ça, on peut modéliser l'effectif d'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile, en établissement, mais aussi l'aide sociale à l'hébergement, pour essayer d'avoir une idée des horizons possibles. Alors il faut toujours garder en tête que sur la logique de prospective, on n'est pas sur la prévision, hein. On essaie de définir différents scénarios des possibles, sans pour autant avoir une boule de cristal entre les mains. Donc c'est toujours important de le garder en tête, ça. C'est extrêmement important de ne pas considérer que les données prospectives sont des données qui se produiront. Parce que bien évidemment, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas, notamment les facteurs de crise et autres. Donc à partir de ces gros volumes de prestations, on peut aussi réaliser... Là, c'est un exercice de prospective qu'on vous présente parmi d'autres, hein. On peut aussi réaliser des projections budgétaires, notamment. Donc là, en se mettant à la place d'un conseil départemental, on peut essayer de budgéter, d'une certaine manière, à horizon 2040, quel sera le coût du vieillissement de la population pour la collectivité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et important, notamment pour essayer de prendre des décisions politiques, bien évidemment, et d'anticiper surtout au mieux quelle va être, du coup, la vague du vieillissement, quels vont être les impacts de la vague de vieillissement sur certaines finances locales. Donc là, on est resté à une échelle départementale. On a aussi la possibilité d'avoir une approche plus locale, donc ça va en intéresser certains d'entre vous. Donc là, vous avez le département du Val d'Oise qui est cartographié en haut à droite, et on essaie du coup de distinguer les spécificité des territoires, des différentes communes au sein même d'un département, parce qu'en réalité, les enjeux ne sont pas les mêmes pour une commune rurale que pour une commune urbaine, pour une commune aisée que pour une commune plus précaire, etc., etc. Donc ça, c'est des enjeux qui doivent être aussi pris en compte dans le travail de prospective. Et donc,
pour réaliser ce travail de territorialisation prospectif, il faut du coup réaliser ce qu'on appelle par exemple une typologie des territoires pour essayer du coup d'identifier les différents profils de territoires. Donc là, vous avez 5 grandes classes de communes qui ont été identifiées sur le Val d'Oise, avec les radars qui reprennent les spécificités de ces territoires et les fragilités. Donc plus l'aire du graphique radar est important, plus les territoires, plus les communes de ce territoire-là vont être exposées à des fragilités sur la thématique du vieillissement, toujours. Donc notamment donc vous voyez, chaque pointe du graphique radar représente une thématique. Donc la thématique démographique, donc sur le territoire 1, on voit que c'est des territoires qui sont déjà particulièrement âgés, avec une dynamique de vieillissement qui est déjà très engagée. À l'inverse des territoires numéro 5, où on est du coup à un niveau 2 sur la démographie, où on est plutôt sur des territoires relativement jeunes et qui sont avec une dynamique de vieillissement relativement modérée par rapport à la moyenne départementale. Donc voilà, donc là, à partir de cette typologie, il y a la possibilité de territorialiser aussi l'approche prospective à une échelle communale. Mais il y a aussi la possibilité, bien évidemment, de s'intéresser à la thématique du vieillissement à une échelle encore plus fine. Et je vais du coup passer la main à Stéphanie pour la suite avec un deuxième cas d'usage. Merci Léopolie. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter donc un deuxième cas d'usage qui est plutôt une étude que nous avons en cours à l'Institut, qui est plutôt une cartographie en cours. Donc comme on vient de le voir, l'approche territoriale est vraiment importante. Là, on voit les dynamiques territoriales peuvent être très différentes en termes de volume, mais aussi dans les rythmes d'évolution. Ici, vous avez vous avez 2 graphiques. Alors là, on s'intéresse essentiellement aux personnes âgées dépendantes. Et on voit sur le graphique de gauche qu'en volume, le Paris arrive en tête en nombre de personnes dépendantes, mais par contre, si on regarde les évolutions, on voit que, et on le voit aussi sur la barre que vous avez tout en bas, Paris aura atteint son maximum en nombre de personnes dépendantes autour de 2043, alors que l'évolution sur Paris sera beaucoup moins forte que les autres départements. Là, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite et également sur la barre en bas. La majorité des départements auront atteint leur maximum autour de 2060 et on peut voir que pour le département Seine-et-Marne et le Val d'Oise, ça sera plutôt autour de 2070. Et on voit donc que le département qui va connaître la plus forte croissance, c'est la Seine-et-Marne sur le graphique de droite. Alors, François l'a déjà dit tout à l'heure, donc je vais passer assez vite. Ce qui est important, c'est de favoriser le domicile, le fait de garder les personnes âgées au domicile. On a vu que la très grande majorité des Franciliens vivent à domicile, c'est 93% des 75 ans et plus, et 63% des bénéficiaires de l'APA de 75 ans et plus qui vivent au domicile. Donc le vieillissement ne se jouera pas que dans les établissements spécialisés, les établissements d'accueil pour personnes âgées, mais aussi dans les logements, dans les quartiers, dans l'environnement de ces logements. Donc on va avoir une forte augmentation des besoins d'accompagnement à domicile en Île-de-France, parce qu'on va avoir beaucoup plus de personnes âgées dépendantes dans ces ménages, donc au logement, et également plus de personnes âgées, évidemment dépendantes, également en résidence autonomie. Donc ça va se traduire par une forte hausse de besoins en aide à domicile, adaptation au logement, favoriser la mobilité dans les quartiers, la proximité des services, des centralités, on le verra tout à l'heure. Donc pour résumer, il va y avoir 2 défis majeurs à relever pour les territoires. Ça va être d'essayer de réduire au maximum l'ampleur de la perte d'autonomie et accompagner les personnes âgées en situation de dépendance pour leur permettre de vivre le plus longtemps à domicile. Donc c'est là que les collectivités joueront un rôle déterminant dans les conditions du vieillissement à domicile. Alors là, ce sont 2 illustrations qui mettent en lumière ce que je viens de dire. Elles sont présentes dans le cahier Vieillir et alors, dont vous a parlé François tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la ville va être déterminante pour la santé et l'autonomie. On voit un exemple, par exemple, d'incitation
que l'on peut mettre en place pour favoriser la marche au sein de son quartier, avoir la présence d'espaces verts, on va y revenir tout à l'heure, la morphologie de l'espace, des trottoirs plus larges, mais également un ensemble de commerces accessibles sans aller dans plusieurs directions, donc plutôt des centralités, des rues piétonnes pour favoriser donc toutes ces mobilités. Donc la ville est déterminante, donc on l'a dit, pour la santé et l'autonomie des personnes âgées. Elle peut accélérer, mais attention, elle peut accélérer la perte d'autonomie en favorisant la sédentarité et l'isolement des personnes âgées, ou au contraire, ralentir, et ça va être le but, cette perte d'autonomie en facilitant la marche, les déplacements, la sociabilité des personnes au quotidien. Avec l'âge, les difficultés à marcher vont augmenter, et la vie quotidienne se resserre de plus en plus autour du quartier, autour du logement. Donc 4 critères clés d'une ville favorable au vieillissement. C'est l'aménagement urbain, donc pour encourager, on l'a vu, la marche, trouver équilibre entre accessibilité et stimulation, donner envie aux personnes âgées de sortir de chez elles, de créer du lien. Donc créer du lien, donc c'est tout ce qui est cohésion sociale, sentiment de sécurité également très important, lien de voisinage, commerçants, lieux de rencontre. Des destinations, je l'ai dit, accessibles, commerce, services, soins. On verra tout à l'heure, mais le premier motif de déplacement des personnes âgées, c'est les achats quotidiens, donc très important, les commerces de proximité, et évidemment aussi l'accès à des espaces verts autour de chez soi. On a vu, évidemment, ça donne des bénéfices physiques, psychiques et cognitifs. Alors, donc nous, on est en train de mettre en place une cartographie assez fine des territoires favorables au vieillissement. L'objectif de cette cartographie, ce sera donc d'apprécier la capacité de ces territoires à favoriser un vieillissement en bonne santé. Donc, on va pour cela identifier les ressources et les fragilités territoriales susceptibles d'influencer la santé et l'autonomie. Et une fois qu'on aura produit des premiers résultats cartographiques, on mettra ces résultats en regard d'autres données, comme en a parlé Lopoli et François, des données de contexte démographique, mais des données aussi environnementales, des données de fragilité sociale. Et on aura donc plusieurs indicateurs. Alors, la méthodologie pour cette cartographie, donc le premier travail que l'on a réalisé, c'est de regarder comment les franciliens âgés se déplacent en Île-de-France. Donc pour ça, nous sommes partis de l'enquête Global Transport 2020. On a regardé parce qu'on va bien entendu calculer des indicateurs d'accessibilité. On va partir de la maille habitée, la maille INSEE de 200 mètres par 200 mètres. Et on va regarder, on commence par regarder les temps maximum de déplacement de ces personnes âgées, donc par mode de transport. Donc nous, on va utiliser des matrices de temps d'accès. On va se concentrer sur 3 modes de déplacement, la marche, les transports en commun et la voiture, qui sont les 3 modes de déplacement principaux. La marche, l'enquête Global Transport nous montre que c'est 20 minutes maximum pour les personnes de plus de 80 ans. Alors nous, on a décidé de faire le travail de cartographie uniquement sur les 80 ans et plus, pour avoir un échantillon quand même dans le GT assez grand et qui correspond à peu près à un début de perte d'autonomie. Je reviens donc pour la marche, on a décidé de garder un maximum de 20 minutes. Pour les transports en commun, c'est 60 minutes, mais c'est attente et rabattement compris. Et pour la voiture, le temps maximum de déplacement, c'est 30 minutes. Autres données nécessaires pour notre cartographie, ce sont les données de contexte, qu'est-ce qui catégorise notre quartier, qu'est-ce qu'on a autour de chez nous. Donc pour ça, on a utilisé des bases de données, donc notre base de données sur les équipements en Île-de-France, qui est assez riche. On a aussi pu, avec la CCI, obtenir les commerces à la maille INSEE. Et puis on a des données d'établissements de santé, d'accès aux soins avec la BPE et également l'ORS.
des données sur les équipements, donc ça je l'ai dit, équipements culturels, équipements administratifs, tout type d'équipements, des équipements sportifs avec les données du ministère des Sports et aussi la base des espaces verts qui est disponible à l'Institut Paris Région et où on n'a pas seulement les espaces en version surfacique, c'est-à-dire les espaces verts tels qu'on les connaît, mais on a aussi une donnée plus fine qui sont les points d'entrée dans ces espaces verts et qui est une donnée importante pour des personnes âgées qui, on le sait, ne vont pas passer 20 minutes à trouver l'entrée d'un parc ou d'un espace pour aller se promener. Donc la méthode, donc on l'a vu, on regarde les moyens de transport utilisés, les données disponibles, les équipements et services disponibles autour de chez soi. Et également, ces données-là, en fait, ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'elles vont être pondérées en fonction des modes de déplacement et des motifs de déplacement des personnes âgées de 80 ans et plus. On a regardé, donc, avec le GT, quels étaient ces motifs. Donc, je passe rapidement pour vous montrer. Donc là, on va construire 3 indicateurs synthétiques, je vous l'ai dit, sur les modes, par mode de déplacement, marche, voiture, transport en commun. Donc on le voit sur le graphique de droite, hein, là si on regarde les résultats de l'EGT pour les franciliens âgés de 80 ans et plus, on voit bien que la marche est quand même extrêmement présente, y compris en grande couronne, hein, même si la voiture la dépasse un tout petit peu pour la grande couronne, mais c'est presque 80% des modes de déplacement pour Paris, presque 60% pour la petite couronne et 42% pour la grande couronne. Donc la voiture, on le voit à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'agglomération, on utilise plus sa voiture. Et par contre, les transports en commun ne sont pas négligeables tout de même. Paris, 18% et la petite couronne, 10% de personnes qui utilisent les transports en commun. Donc on va construire cet indicateur global à partir de ces chiffres. On va pondérer en fait nos chiffres à partir de ces valeurs que vous avez ici. Et on va également les pondérer à partir des motifs de déplacement des franciliens âgés. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, le principal motif de déplacement, c'est pour presque 45% les achats. Donc, les achats quotidiens, 20% se déplacent pour les achats quotidiens, 16% hebdomadaires, 9% occasionnels. En deuxième position, on va dire, de motifs de déplacement, ce sont tout ce qui est sortie, promenade. Donc, on voit 26%. Hein, sortie, ça peut être pour aller voir des gens, sociabilité, pour se promener dans un lieu précis, ça c'est le moins important, et sortie sans but précis, donc certainement juste pour sortir faire un tour dans son quartier, et donc qui rejoint un petit peu l'activité sportive, l'activité physique, puisque c'est tout de même se déplacer, rester mobile en sortant près de chez soi. Et le troisième, qui est quand même aussi très important, c'est le déplacement lié au motif de santé. On le voit bien, hein, quand on regarde les déplacements pour tous les franciliens, le motif santé n'arrive pas en troisième position, mais par contre, pour les 80 ans et plus, c'est sûr, c'est pas un scoop, c'est assez important. Donc, notre indicateur sera également pondéré en fonction de ces motifs de sortie, c'est-à-dire qu'on donnera un poids plus important aux données, aux équipements de proximité, comme les commerces, puisque ce sont les achats qui arrivent en tête, et ensuite les parcs éventuellement, puis ensuite les équipements de santé. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une étude qui est en cours, une cartographie qui est en cours, donc on n'a pas encore de résultats cartographiques. Là, je vous ai mis un résultat cartographique d'une autre étude que nous avons fait sur tout à moins de 20 minutes, où on regardait aussi l'accessibilité depuis les mailles habitées aux équipements et services en Île-de-France, un travail que nous avons fait pour la région Île-de-France, qui est à la maille, et donc ce sera exactement le même genre de rendu cartographique que nous aurons après. Donc là, c'est l'exemple des boulangeries, et on voit bien l'intérêt donc de cette cartographie, c'est qu'ensuite l'outil final sera un outil en ligne sur lequel on pourra aller zoomer. On aura plusieurs cartes, hein, par type, par mode de déplacement, éventuellement par type d'équipement. On ne sait pas encore le rendu, enfin la forme que prendra ce rendu final, mais voilà, là ça peut déjà donner une idée du niveau de détail que l'on pourra avoir pour ce rendu.
Oui, je me dépêche. On attaque cette phase-là, c'est-à-dire la phase test. On va commencer notre test sur le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre et avec des échanges pour consolider nos données avec les acteurs locaux. Donc là, on a récolté toutes les données. On en est à cette étape de zone test, enfin de test. Alors, les apports et les limites pour cette démarche. Donc, ça nous permet d'avoir quand même une approche territoriale fine, on l'a vu, on va pouvoir aller zoomer sur les différents territoires, identifier les fragilités locales qui sont invisibles à une échelle départementale ou régionale. Alors, c'est une méthode scientifique assez robuste, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais on prend en compte la vitesse de marche aussi des personnes de plus de 80 ans et plus, pas la vitesse de marche de tout le monde. Donc on l'a vu, on prend les motifs de sortie, les types de transport qu'utilisent les personnes âgées. Donc on aura une lecture aussi par dimension, c'est-à-dire par type d'équipement, ça je vous l'ai dit, par mobilité. Et donc on aura un outil assez puissant d'aide à la décision. Alors les limites, bien entendu, il y en a. Les temps de collecte de données sont assez énormes. On n'a pas toujours d'exhaustivité sur certaines données. Ce sont des temps de calcul très lourds, notamment pour les matrices de maille à maille, de maille habitée vers chacun des équipements. C'est pour ça qu'on part sur un territoire test pour être sûr de nos seuils, des seuils qu'on a pour l'instant mis de côté. On a peu d'informations sur l'environnement social, ça aussi c'est quelque chose qui nous manque. Et puis, il y a des dimensions de l'espace public qu'on a du mal à capter. La largeur des trottoirs, la présence de bancs. Alors, c'est des données qui sont disponibles plus ou moins, mais jamais très exhaustives. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait quand même pouvoir aussi prendre en compte dans notre modèle. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui vise à éclairer les dynamiques territoriales. Donc, qui est en cours et j'espère qu'il sortira d'ici la fin de l'année. Je redonne la parole à François juste pour la conclusion. Juste pour terminer, donc vous l'aurez compris, la question du vieillissement, c'est pas qu'une question démographique. C'est une question en fait qui doit absolument intégrer de nombreuses dimensions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient au niveau du logement, qu'elles soient au niveau de la cohésion sociale, qu'elles soient au niveau des espaces verts, des mobilités, etc., etc. Donc du coup, c'est une démarche exigeante parce que le vieillissement, ça concerne la personne de plus de 65 ans dans tout son environnement, en fait, on va dire. C'est pas juste son état de santé non plus. Donc voilà, donc ça nécessite donc vraiment une approche disciplinaire, une approche multiterritoire comme on l'a vu, et surtout avec une masse de données considérable. Et je pense que c'est quasiment un cas d'école quasiment pour illustrer la complexité des données en fait dans leurs ensembles et puis d'avoir une approche pluridisciplinaire en termes d'aide à la décision. Voilà. Donc merci pour votre attention. Donc si vous souhaitez discuter, on peut. Donc là il faut qu'on libère le parterre, mais du coup on peut discuter en dehors de ce parterre sans problème. Et pour ceux que ça intéresse, on a quelques exemplaires du cahier Vieillir et alors. Donc pour les plus passionnés, voilà, on peut vous lâcher le temps. Merci.